que j'en ai un certain nombre. Hein. Là, et après, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Si, mais là, c'est pas pu venir, parce que j'en ai un certain nombre. Hein. Là, et après, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Si, mais là, c'est pas pu venir. Il devait venir, mais il ne peut pas venir, Denis. Denis Le Pen, tu devais Denis. Non. Bon, alors, je fais 2-3 mots d'introduction. Tu peux peut-être effectivement voilà. Ensuite, on avait dit alors c'est toi qui commence c'est moi qui j'avais une petite question, je commençais par une question sur le Léon. Voilà, c'est ça. Après, moi j'enchaîne, et après, toi t'enchaînes. On se faisait un petit comme ça, d'accord? Vous avez pris en sandwich, ça avait vachement bien. Et le troisième ouvrage virtuel, c'est le page, non? Ouvrage collectif qui est très intéressant. Ah, d'accord. C'est ce que je me dis. Vous voulez que je vous fasse passer des minutes? Alors, je vous fais passer. Est-ce que le tien est plus propre? On va faire passer le tien sur. Moi, je vais bien faire passer le tien, ça ne me dérange pas. Oui. Voilà. Vous passez rapidement et on va commencer après. Comme ça me laisse encore. Donc, on fait comme ça. Donc, je dis quelques mots pour présenter. Quand les gens sont venus, tu présentes le titre, auquel tu cliques. Tu commences, je continue, on discute un peu entre nous, et après la salle pose des questions. Vous avez des questions Peut-être nous en donner. Est-ce que c'est meilleur que l'appréciation? Vous nous ferez signe en cours de machin pour nous dire si vous en avez ou pas. L'éditeur, c'est Ernest Lavoisier. Oui, c'est Ernest Lavoisier. Mais c'est vrai que cette collection, elle est intéressante parce que... Alors, s'il est plus là, il peut la mentionner. C'est quoi, c'est la fin de collection? Je sais pas, tiens, il faudrait que je traite avec qui sont à Londres. Oui. En fait, il y a la partie librairie qui est encore ici. Moi, j'ai un correspondant, parce que je leur ai envoyé il n'y a pas très longtemps un projet pour les bouquins, mais qui n'a rien à voir. Comme par contrat, on doit leur soumettre. Si on veut faire une autre publication, en fait, le contrat de publication, on leur propose. On propose. D'accord. Quand tu commences à faire un bouquin, tu es obligé de leur... Après, avec Ah bon? Ah bah celle-là, mais non, mais c'est... Voilà. C'est sur la didactique de la robotique, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est trop grand public. Et alors après, s'ils refusent le bouquin, tu as le droit de faire bien chaque. Oui, c'est bon. Et celui d'après, le troisième, Je sais plus ce que prévoit dans l'enthousiasme, il faut. on signe n'importe quoi. Et après, il y a une durée, donc je pense qu'on va être un peu là. Mais j'ai recontacté, c'est toujours les mêmes intervenants. C'est les Cortès. Ah oui, ça, oui. C'est les Léonard. C'est les Léonard. Mais une fois qu'on a publié chez eux, après on garde le contact. Bah oui, mais ça par contre, c'est l'avantage. Dans la collection de la manche. Merci. Eh bien, merci d'être venu ce soir pour la présentation alors du livre de Jean-Pierre Briffaut, Cloud Computing, dont tu nous parleras et que tu nous présenteras. Donc Jean-Pierre Briffaut, ma foi, nous connaissons tous, il est chercheur associé à l'Institut Charles Delaunay. Et
tu es aussi avec l'équipe de l'Université de Technologie de Troyes. Oui, c'est ça, c'est Hein l'UTT, oui. Voilà, l'UTT. Et quand même, tu es administrateur de l'Institut Frédéric Buhl. Au passage. Voilà. Donc, c'est de ce livre dont nous allons parler. Et nous allons en parler avec Dominique Mollard, qui lui a aussi commis un livre qui s'appelle « Système décisionnel et pilotage de la performance » dans la même collection. Dominique, tu as fait ce livre en quelle année déjà? 2006. En 2006. Voilà, donc il attendra, on va prévoir une petite actualisation. Donc, et moi, alors je n'ai pas fait de livre dans cette collection, mais j'ai participé à un excellent livre que je vous recommande aussi, dans la même collection, qui s'appelle Univers virtuel et environnement collaboratif. Alors, vision multidisciplinaire, théorique et pratique, ce qui va permettre de faire un lien. Donc, que là, tu avais dirigé, où effectivement, on a des visions croisées, différentes, sur la question des univers virtuels et des environnements collaboratifs. Ce qui fait que ce livre-là n'a pas la même tonalité que le livre dont nous allons parler maintenant ce soir, qui est un livre dont on pourrait dire que par la clarté du discours, c'est pas que je ne sois pas clair non plus, hein, mais la clarté du propos, son découpage en chapitres finalement par thème, le glossaire, il y a aussi un glossaire celui-là, hein, se rapproche plutôt dans cette collection d'une logique de manuel. Hein, il y a une visée pragmatique. Il y a par exemple, il s'agit notamment de permettre aux lecteurs de dialoguer avec les fournisseurs en connaissance de cause. Donc c'est bien une visée pragmatique. Mais en même temps, ce livre n'est pas seulement un manuel tel qu'on pourrait le croire, parce que au détour de remarques, de remarques ou de points de vue qui nous livrent, sur des avenirs, enfin, sur ce qui va se passer. En fait, on va dépasser le simple souci opérationnel du moment pour poser au fond les bases d'une réflexion prospective. Et c'est ça qui est assez intéressant et je dirais un peu atypique. C'est un manuel, en fait, sur un domaine qui est en pleine évolution, voire en plein débat. On reparlera du cloud. Est-ce que c'est simplement du stockage? Est-ce que c'est plus que du stockage? Et dont on pourrait dire aussi, dans ce domaine, qu'au fond, l'avenir le justifie plus que le passé. D'où cette dimension prospective qui traverse l'ouvrage de part en part et qui le structure dans une tension entre continuité, celle de l'évolution technologique, et puis une rupture, celle de la société, telle qu'elle est engendrée par l'utilisation quotidienne du virtuel, et puis sa banalisation, pour reprendre un terme de Hannah Arendt, est justement permise par cette évolution technologique. Alors, ce que je propose pour la discussion, c'est que, dans un premier temps, tu expliques un peu le livre, pourquoi tu as fait ce livre, et en quoi consiste le livre, pour nous l'expliquer. Et puis ensuite, je pense qu'on avait dit que tu commençais les hostilités en posant une question, Dominique, et puis j'enchaînerai, et là tu vas être pris entre deux feux, donc ça va être difficile. Bien, merci. Alors, je voudrais commencer par expliquer le titre « Cloud Computing, évolution technologique et révolution des usages ». Pourquoi évolution des technologiques? Parce que les idées, les concepts qui sont aujourd'hui mis en œuvre et développés ne sont pas nouveaux, puisque certains concepts ont déjà été développés et mis sur le marché, si l'on peut dire, en 1961 par Burroughs, dans une technique que l'on appelle la virtualisation. Qu'est-ce que c'est que la virtualisation? C'est la possibilité de faire tourner
sur une machine des logiciels de manière simultanée, en fait concurrente, pour éviter que l'unité centrale ne soit pas, je dirais, sans être opérationnelle. L'évolution technologique a été, je dirais, graduelle, et en fait, on revient aujourd'hui à un modèle de l'informatique des années 60-70, grâce au développement des services télécoms. Qu'est-ce que c'est que le cloud computing? D'un point de vue technique, c'est en fait l'intégration de trois sous-systèmes. D'une part, des centres informatiques qui sont appelés data centers, des centres importants, avec des ressources importantes. D'autre part, les terminaux, et surtout les terminaux mobiles, et entre les terminaux mobiles et les data centers, les services télécoms. Et d'ailleurs, on parle de cloud computing parce que, c'est ce que j'ai cru lire, dans les ouvrages techniques, on représente les services télécoms par des nuages. Alors aujourd'hui, la pression vis-à-vis des entreprises et des DSI, entre autres, vient des utilisateurs qui veulent avoir la possibilité, à partir d'un terminal de leur mobile, de leur terminal, d'avoir accès aussi bien au système d'information de l'entreprise qu'à leur propre système d'information ou à leur système d'information personnel. Révolution des usages, il est certain que ces possibilités techniques vont changer complètement la façon dont les entreprises sont organisées, structurées, les façons de collaborer, tout cela va changer. Et c'est peut-être sur ce point-là que l'on insistera aujourd'hui, la révolution des usages. Voilà. Voilà, merci pour cette présentation rapide. Non, pas du tout, très bien. Et donc, je crois qu'il y a les deux aspects. Il y a un aspect plus général lié au cloud, et puis un aspect effectivement révolution des usages, et qu'on peut même élargir encore. Donc, Dominique, je crois que tu commences tes hostilités. Alors. Oui. Donc moi j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage en fait qui est composé, juste pour donner un peu de sa structure, en trois chapitres, une partie management d'entreprise et d'éthique, une partie management de la technique, et puis une partie concept de technique qui traite notamment la virtualisation d'Internet. Sur un sujet un peu plus management, mon attention a été attirée par un paragraphe qui parle du ROI, du retour sur investissement. Donc vous dites qu'il faut distinguer les annonces fournisseurs des éléments objectifs qui peuvent intégrer des coûts cachés et des charges indirectes pour déterminer un coût complet. Et effectivement, la valeur, on va dire une approche un petit peu comptable, en tout cas financière du cloud. Et on peut se poser aussi la question de l'approche qu'on pourrait retenir, dans la mesure où il y a des méthodes qui existent mais qui sont apparemment un peu controversées. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le ROI est vraiment le meilleur critère d'appréciation de la réussite d'un projet cloud? Est-ce que la valeur que l'on sort d'un projet cloud, c'est essentiellement des économies que l'on pourrait faire, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus substantiel? Bonne question. Alors, j'ai l'occasion, grâce à mon co-auteur, de participer à des réunions d'une association qui s'appelle le CRI, le Club des responsables d'informatique de production.
Bien sûr, les aspects financiers sont discutés. Les DSI sont aujourd'hui extrêmement gênés pour prendre des décisions. D'une part, les financiers des entreprises leur disent « réduisez les coûts ». Effectivement, si on leur demandait d'augmenter les coûts, ça paraîtrait un peu étrange. D'un autre côté, ils sont sous la pression des utilisateurs qui leur demandent d'avoir des services, aux services à distance des centres, des data centers. Et d'autre part, il est extrêmement difficile de se faire une opinion sur l'état de la technologie ou les offres du marché. Alors, ce que l'on constate sur le marché, c'est que les SS2I qui étaient essentiellement sur le marché des logiciels, prenons Microsoft, se mettent sur le marché des infrastructures. Microsoft aujourd'hui met sur le marché des data centers, c'est-à-dire vous avez besoin d'une capacité de calcul, on vous livre un conteneur dans la cour, chez vous, il suffit de brancher l'énergie, le refroidissement, et vous avez une capacité de calcul. Vous avez des sociétés comme Hitachi qui étaient essentiellement dans l'infrastructure, le hard, qui se mettent à faire du soft. Alors, qu'est-ce que les décideurs, les DSI, sont extrêmement perplexes sur les bonnes décisions. Vous faites un choix aujourd'hui, dans 6 mois, de nouveaux produits seront mis sur le marché, votre direction vous dira, mais dites pourquoi vous avez fait ça, justifiez, etc. De toute façon, c'est toujours très difficile de justifier la rentabilité d'investissement en informatique. J'ai passé 17 ans de ma vie professionnelle chez Philips et j'ai vu des choses assez surprenantes en termes d'investissement informatique. Comment faire pour justifier un post-calcul? C'est-à-dire que quand vous faites une demande de budget, vous allez estimer un certain nombre de coûts, d'économies, etc. Une fois que le projet a été mis en place, la situation a changé. Et souvent, les réactions des utilisateurs ne sont pas celles qui avaient été prévues. Donc, la situation a changé après l'implémentation du projet. Alors, comment comparer deux situations qui ne sont pas les mêmes? Et oui, du coup, une question que je voulais poser, qui est un peu liée à cette question-là, c'est-à-dire que le temps qu'on mette en place les choses et le fait de mettre en place des choses change la manière initiale d'évaluer les résultats qu'on pouvait espérer. Du coup, la question se pose, au fond, en quoi la notion de contrôle peut-elle, telle qu'on la connaît classiquement en gestion, est-elle valable dans ces conditions-là? Et au fond, quelle est la légitimité des outils de mesure qui lui sont associés? Et enfin, quelle est la validité de leur modèle de référence si la situation de départ n'a plus rien à voir finalement avec l'univers où on va vouloir évaluer. Et de toute façon, dans beaucoup de cas, les DSI ont des notions, je ne dis pas floues, mais peu précises des coûts.
calculer des coûts et que c'est... Bon, mais il n'y a peut-être pas que les DSI en la matière. Oui, oui. D'autre part, la question se pose aussi parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce livre. Alors moi, je suis néophyte en ce qui concerne l'informatique, dirons-nous. Mais il y a quelque chose qui m'a tout à fait étonné, c'est ce qui m'apparaît, je crois, très important, et dont il faut peut-être discuter, c'est une dissociation croissante entre ce que l'on comprend, ce qu'on comprend même du système, les fonctionnalités du système complexe, techniquement, et puis ce qu'on fait, c'est-à-dire la manière dont ces fonctions sont réalisées opérationnellement. Et jusqu'ici, normalement, quand on maîtrise un système, on sait ce qu'il y a dedans, à peu près, même s'il y a à peu près une boîte noire, enfin, on n'est pas si noir que ça, et on arrive à utiliser. Tandis que là, apparemment, dans le nuage, c'est plus une boîte noire, c'est carrément... on ne maîtrise pas le processus. Donc ça serait comme si on avait un processus en pointillé, au fond. Quelque chose qui change par rapport à l'approche actuelle, même pour l'utilisateur de base. Jusqu'à un passé récent, il devait gérer un système technique chez lui, qui est son propre ordinateur, avec une capacité de stockage qui est parfois limitée, il faut qu'il aille acheter un disque dur externe. Et il avait cette complexité technique, un ensemble, on va appeler de contraintes, pour pouvoir faire fonctionner correctement l'informatique, qui lui sert effectivement qu'à des buts qui sont gérer des contenus, l'information, la connaissance, la communication ou du calcul. Et on voit bien que cette dimension technique, elle était, on va dire, assez prégnante dans l'activité informatique en tant que telle, qu'elle soit professionnelle ou bureautique. Et avec le cloud, elle tend à se modifier, puisque dans les trois on va dire, composantes du cloud qui sont apporter une capacité de calcul, apporter une capacité de stockage, et puis la capacité de réseau qui va avec, celle-ci, elle est hors la main de l'utilisateur finalement, qu'il soit professionnel ou tout particulier. Et donc cette dimension technique qui est pour pouvoir utiliser l'informatique et avoir un usage en fait, des technologies de l'information, il faut maîtriser un certain nombre de techniques et le temps disparaît. Avec un smartphone ou une tablette, on peut gérer, accéder à des applications, les installer assez simplement, on peut gérer des données dans un cloud et on se concentre en fait sur le contenu, sur une interface. On n'a plus à gérer cette dimension technique. Même la notion de système d'exploitation, si je prends l'exemple d'une tablette du marché grand public, elle se résume à de temps en temps une mise à jour logicielle, mais qui est relativement automatisée. Il y a très peu de capacité d'action sur des paramètres techniques. Ce qui veut dire qu'en fait, là, on a peut-être une problématique nouvelle et dont les conséquences en termes de management et de gestion et d'organisation sont peut-être plus importantes qu'on l'imagine actuellement, et qui est en fait cette logique du réseau qui rend accessoire des impératifs techniques qui étaient autrefois prioritaires. Et en fait, est-ce que nous aurions toujours tendance à raisonner sur une logique de contraintes techniques? Est-ce que ces contraintes techniques ont vraiment disparu? Est-ce qu'on peut y croire? Ou est-ce que, au contraire, est-ce qu'elles ont vraiment disparu? Et si oui, dans ces cas-là, est-ce qu'on ne se trompe pas de type de raisonnement quand on va chercher à faire du contrôle, quand on va chercher aussi à minimiser des contraintes en fait. Donc, et du coup, la conséquence, c'est est-ce que le DSI va prendre la place à la fois de la direction des ressources humaines et du marketing, ou bien alors est-ce qu'il sera au contraire réduit essentiellement au rôle d'acheteur? Alors, effectivement, le DSI aujourd'hui... Deux aspects de la disparition de la contrainte technique, deux aspects possibles, les deux volets possibles de la disparition de la contrainte technique. Et puis aussi du comportement des utilisateurs, puisque la situation peut être comparée, enfin, pour faire une analogie, avec le développement de l'informatique personnelle. Quand l'informatique personnelle, la bureautique s'est développée, les utilisateurs, chacun, commandaient dans l'entreprise son PC sans prévenir personne. Donc, les responsables informatiques se retrouvaient par la suite confrontés à des problèmes de maintenance, de mise à jour, etc. Alors qu'ils ignoraient
l'existence de certaines machines, des applications. Ici, avec le cloud computing, et on revient un peu à cette situation. Vous êtes responsable de la paie, par exemple, dans une entreprise. Vous demandez à votre DSI le développement d'une application, vous n'êtes pas satisfait, ou le temps vous paraît trop long. Qu'est-ce que vous faites? Vous adressez à une société qui va vous livrer ce qu'on appelle SAS, la Software as a Service. Vous avez, dans les, je ne dis pas dans l'heure qui suit, accès à un logiciel de traitement de la paie, etc. Sans que, forcément, le DSI soit au courant. Donc, ça, c'est quelque chose... qui est en débat à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Et aujourd'hui, les DSI travaillent avec les métiers, les responsables métiers, pour savoir quels sont les besoins et pour que le système d'information ou les logiciels qui vont être développés, mis en production, correspondent au processus métier. Ce qui est important, c'est que d'ailleurs c'était, je pense, une des avancées, un des arguments importants mis en avant par les vendeurs de logiciels labellisés ERP, c'était de dire nous avons développé nos produits logiciels sur la base de processus d'entreprise. Bien sûr, on a choisi les meilleurs, on a réfléchi, et pour accélérer la mise en place des logiciels ou du progiciel chez vous, commencez par analyser vos processus, regardez s'ils sont éloignés des nôtres, de préférence adapter vos processus pour les rapprocher des nôtres, et vous aurez des temps de mise en place qui seront raccourcis. Alors, quand on sait que un progiciel dans une entreprise, je pense à une entreprise qui fabrique des moteurs d'avion, qui est la SNECMA, la mise en place d'une gestion de production, ça dure 2 ans. Et un logiciel de gestion de production. Et vous avez besoin de consultants, ça coûte 1 000 € par jour. Alors si vous diminuez de 10%, 20% le temps de mise en place, les responsables n'ont pas besoin d'utiliser une machine à calculer pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent gagner. Alors justement à cette occasion-là, moi je me suis posé une question, parce que à propos des processus, je me demande si on ne peut pas inverser la proposition. C'est-à-dire que, en fait, quand on reprend dans ton livre, tu dis si un outil de gestion est un modèle, au sens que mes confrères Malinvaud, de représentation formelle d'idées ou de connaissances relatives à un phénomène. Citation Malinvaud. Et si ce modèle est lui-même sous-tendu par un modèle plus général d'organisation, dont les décideurs intéressés n'ont pas toujours conscience, ce que tu dis. Oui, non. Je reprends. Oui. Alors, la question se pose maintenant du sens que va prendre, à la lumière du cloud, l'organisation du processus. Par processus, pourquoi? Et puis ensuite, les modèles d'organisation à venir. C'est-à-dire, est-ce que, autrement dit, l'organisation par processus, est-ce qu'elle est dans la continuité des modes d'organisation antérieurs et adaptée à l'évolution qu'on peut attendre à partir du cloud, ou est-ce qu'elle est finalement inadaptée et en rupture par rapport aux évolutions à attendre à partir du cloud? Ça, c'est une question assez difficile. C'est-à-dire qu'en gros,
L'organisation par processus, on dit voilà, pour améliorer votre organisation par processus, vous allez utiliser Cloud et mettre en place. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que l'organisation par processus, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce qu'elle est vraiment adaptée aux évolutions à venir qu'on peut attendre de l'utilisation, des usages à venir qu'on peut attendre à partir de l'utilisation du cloud? C'est-à-dire vitesse, je vais dire, travail peut-être en session parallèle et non plus. Donc, une autre manière de concevoir finalement les processus qui ont quand même une conception relativement. Enfin, une succession dans le temps. Quoi. Bon, je répondrai avec différents arguments. C'est que, bon, d'une part, aujourd'hui, je pense que dans les entreprises, on a pris conscience de la nécessité de gérer l'information. C'est-à-dire d'avoir je dirais, une entité qui dialogue avec les utilisateurs pour savoir quels sont vraiment leurs besoins, pour que ce qui est proposé corresponde vraiment à leurs besoins, d'une part. Deuxièmement, qu'est-ce que le cloud peut apporter en termes, alors j'utilise ce mot qui est très courant chez les fournisseurs de logiciels, c'est l'agilité. C'est-à-dire que quand on a une connaissance des processus, effectivement, si on veut les faire évoluer, on peut évaluer plus facilement que lorsqu'on ne connaît pas quel va être l'impact du changement d'un processus sur le système d'information. D'autre part, sans compter effectivement les problèmes je dirais, de sécurité, etc., il y a des modèles dans le cloud de broker. C'est-à-dire qu'on peut demander à des intermédiaires d'avoir accès à tel type d'application et qui rentre dans le développement ou dans le déroulement du processus. Oui, donc du coup, il y a bien un assouplissement, de la logique d'organisation voilà. par processus. Voilà. Alors ça me fait penser à deux questions encore, qui sont d'une part la question de la vie. Effectivement, quand tu dis il faut savoir quels sont les vrais besoins des utilisateurs, tu poses une question à un moment en disant, voilà, par exemple, la connaissance du niveau des ventes par heure dans un supermarché améliore-t-elle la performance de la gestion? Et là, je me suis dit, entre agilité, rapidité et précipitation, il y a peut-être là, le cloud incite peut-être à une certaine forme de fuite vers l'avant, voire peut-être de précipitation. Hein. J'entends pas trop parler de précipitation. Alors là, je vais te renvoyer, je dirais, la balle. Et toi, spécialiste de la prise de décision, est-ce que la disponibilité de volumes extrêmement importants de données améliore la prise de décision? Et c'est vrai que là, c'est une question qui est intéressante. Comme on disait que la technique était très structurante, qu'on peut se poser, c'est la question maintenant de savoir si la fonction ou le rôle de la technique, c'est toujours d'établir des contraintes comme auparavant. On se retrouve, et là je le renvoie à nouveau, d'une logique de pénurie d'informations, hein, ce fameux data déluge, où finalement, je veux dire, le savoir-faire consistera dans la capacité soit à traiter des données, soit, il faudrait y songer aussi, à cheminer dans cette cascade de données à son rythme. Et c'est là où on finit la boucle avec la question. Et là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire et à creuser, c'est-à-dire arriver
a décidé, au lieu de se faire embarquer par le déluge, arriver à décider de ce dont on a besoin, est-ce qu'on va les prendre là-dedans au moment où on en a besoin. Mais ça, c'est tout, j'allais dire, une philosophie du management qui est peut-être pas actuellement questionnée au travers du cloud. Alors, dans le data déluge, il y a les données structurées et les données non structurées. Donc alors, ça, c'est encore... Oui, mais alors, qui structure ça qu'en fait, de même que le temps n'est plus neutre, les données ne sont plus neutres non plus. Et je ne parle pas de la question de la fiabilité de la collecte elle-même, qui est supposée neutre, transparente, etc. C'est discutable. Et puis, du traitement, au-delà du traitement, c'est la collecte elle-même. Que vaut la collecte au fond? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de ce point de vue-là? Sur des systèmes décisionnels que je connais bien, c'est vrai que j'ai vu un avantage dans le cloud, et ça se voit dans ton ouvrage, sur le fait qu'effectivement la collecte, les données sont mises à disposition dans un environnement qui est quasiment unique et délimité, puisque la problématique principale des systèmes décisionnels, c'est de collecter le plus d'informations possible, et souvent sur des sources hétérogènes et variées, ce qui pose le problème de la qualité des données, et puis de l'effort pour les assembler et leur donner un sens, qu'elles soient structurées, issues d'une base de données, ou non structurées, collectées à partir du web, par exemple. Et donc, je voyais un avantage, en fait, au niveau d'un stockage ou d'applications qui sont dans le cloud, comme un point de collecte quasi unique, qui permet justement d'acquérir ce grand volume de données. Mais en même temps, ce qui pourrait être une force, peut être aussi une faiblesse, puisque le concept qui est en train de se développer, c'est celui d'information on demand, où il suffit de taper dans le nuage pour avoir de grands volumes d'informations qu'on n'a qu'à exploiter. C'est dans le on n'a qu'à exploiter que ça me gêne un petit peu, Voilà, c'est qu'il faudra des compétences, une capacité, on parlait dans l'ouvrage de data scientist, c'est-à-dire des utilisateurs qui correspondent à une catégorie qui est peut-être pas si courante que ça, qui est de gens qui savent, à partir de données, appliquer des modèles statistiques ou heuristiques, vous parlez des réseaux bayésiens par exemple, pour extraire une connaissance de volume de données de plus en plus grand. Et ça me semble être un petit peu effectivement une limite à cette opportunité formidable qui est d'avoir les données dans un ensemble qui est géré pour nous, entre guillemets, du point de vue de l'utilisateur. Ensuite, c'est savoir exactement ce que l'on doit... Oui, mais enfin, il faudrait quand même aussi que les 10 spécialistes sachent aussi critiquer la collecte des données. Or là, tu es dans le moyen, dans le comment, mais la critique positive ou négative, donne simplement la critique de l'origine des données, donne des informations sur leur sens et leur traitement. Et à mon sens, là, on peut dire, il n'y a qu'à prendre et puis ensuite on va traiter, mais on sait ce que c'est, hein. On en a fait des analyses de corrélation, de choses comme ça. On peut faire dire et interpréter ce qu'on veut aux corrélations. Et donc du coup, la question, là, pour le coup, décisionnelle et des systèmes décisionnels actuels, elle devient, à mon sens, beaucoup plus ardue qu'elle ne le fut. Oui, parce que dans l'argument commercial sur l'information on demand, c'est effectivement cette mise à disposition d'informations, une matière première qui va permettre d'éclairer. Sous-entendu, le problème, il est structuré, les données, elles sont fiables, et l'ensemble est complètement neutre et objectif. Or, sur ces trois points-là, c'est pas vrai. C'est question qualifiée. Donc il y a l'aspect de données structurées, où, dans la mesure où ça sort d'un système de gestion, on peut se dire qu'effectivement, ça peut être pertinent. Par rapport à quoi? Par rapport à des règles fonctionnelles ou des règles métiers. Et t'as dit comment? On suppose valider par quelqu'un qui a une connaissance fonctionnelle de l'application qui a produit les données. Et je pensais plutôt en fait à la formation non structurée, qui vient plutôt d'application. Mais même celle-là, quelqu'un qui, un expert, un groupe d'experts, une norme, aïe. Quelqu'un qui est capable d'écrire un modèle d'exploration statistique, heuristique, data mining, quelqu'un qui est capable de l'appliquer, et quelqu'un qui est capable de valider. Il faudrait quand même le vérifier, tu vois, parce qu'on pouvait avoir ça. Mais c'est aussi un excellent outil de désinformation. Il y a longtemps, tout à fait, dans une réunion, j'entendais quelqu'un expliquer que certains laboratoires pharmaceutiques mettaient sur leur site des informations sur, par exemple, le type de recherche qu'ils étaient en train de faire, manifestement pour tromper l'adversaire, sachant que c'était une voie qui était sans issue
il donnait de l'information. Nous travaillons dans ce domaine, ou je sais pas quoi, très bien. Et là, on est dans le cadre d'un cloud public, enfin. Oui, oui, oui. Et d'une institution publique, si on prend le cadre d'un cloud privé, où on est à l'intérieur d'une organisation, en fait, c'est en ce sens que je voyais une facilité justement pour la collecte d'informations qui peuvent aider une décision. Parce que la difficulté dans un système décisionnel classique, data warehouse, c'est 80% dans l'alimentation, la collecte et le rapprochement des données. Oui, c'est clair. Mais là, et 20% pour la restitution, sous l'hypothèse qu'on a les compétences nécessaires, suffisantes pour en faire l'interprétation. Mais effectivement, dans le cas du cloud public, plus il y a d'informations et d'origine diversifiée, même si elles proviennent d'une seule source, plus effectivement il y a des risques de manipulation. Ce qui revient en fait à la question du début, c'est pour dire le cloud, est-ce que c'est juste du stockage, ou alors est-ce que c'est un événement de grande portée historique, comme disait Hannah Arendt, qui peut à son tour changer la place du monde. C'est peut-être un petit peu au-delà du débat sur le... Oui, mais la partie ce qui change peut-être, c'est le fait qu'on a vu petit à petit, comme vous citiez tout à l'heure, avec l'arrivée des moyens bureautiques, informatiques, un peu domestiques ou professionnels, un déport en fait de certaines informations qu'on avait autrefois dans le cerveau vers une mémoire qui est la mémoire de l'ordinateur, mais qu'on savait quand même disponible sous forme de disque dur, de machines matériellement envoyées. Là, cette connaissance ou ces informations, ces données, sont quelque part ailleurs, dans quelque chose qui est a priori hors d'atteinte. En tout cas, il suffirait qu'il y ait une coupure réseau pour que ce soit hors d'atteinte, et puis un sinistre pour que ce soit définitivement. Je pense que le changement est là, c'est ces choses qui sont individuelles ou collectives, ces informations, et qui sont stockées quelque part, mais qui ne sont plus à la portée en fait matérielle. Mais ça c'est la contrainte technique. Mais est-ce que, en fait, le plus important là-dedans, c'est cette possibilité d'avoir toujours un accès en mouvement à des données. Et en fait, rien que le fait d'avoir accès à la donnée est elle-même une donnée, et lui-même une donnée. Ça peut être comptabilisé, ça peut être vu. Donc on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de situation. De même que le fait de mettre le temps de mettre en place le système, tout a changé et le système lui-même a changé. Et donc du coup, un vrai problème d'évaluation et des référentiels qui s'adaptent comment par rapport à l'évolution du système. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière, un expert que l'on ne voit pas, un expert invisible, dont la main tout aussi invisible adapte le système à l'évolution des besoins? Est-ce qu'il y a ça? Tu sais, là, dans la machine, tu as un automate et puis tu as quelqu'un qui pédale caché dans l'automate. La question est une question importante parce que ça renvoie, et je reviens à cette question-là, au problème de la structuration des données. Selon quel modèle, selon quel schéma, est-ce qu'il s'est adapté en fonction du reste? Est-ce qu'on a pensé à cette dissociation à nouveau possible entre ce système de données, qui est effectivement potentiellement exploitable de manière extraordinaire, et l'exploitation qu'on va faire en fonction finalement de problématiques d'action qui ne sont pas, elles, exprimées en tant que telles. Et il est tout à fait, alors c'est sur un plan de la sécurité, l'un des soucis de ceux qui veulent passer dans le cloud, c'est de savoir où se trouvent leurs données. D'ailleurs, il y a une directive européenne qui oblige les stockeurs de données de laisser les données en Europe. Mais en fonction en fonction des trafics, des besoins, du stockage, vos données peuvent se promener dans le monde entier. Et le jour où vous voulez changer de fournisseur ou de stockeur de données, où sont vos données? Comment les récupérer? Ça, c'est comment changer de fournisseur? Voilà, c'est ça. Voilà. On se retrouverait là. Voilà. Alors d'ailleurs, on dit, c'est ce que disent un certain nombre de fournisseurs, disent les coûts d'entrée dans le cloud sont nuls. Ce sont des dépenses OPEX. Voilà. Oui, mais ils ne vous disent pas quels sont les coûts de sortie. Ça, c'est autre chose. Et faut-il sortir du nuage? Garder la tête? non, mais changer de fournisseur. C'est ça. Voilà. Dans les
Oui, donc, alors je pense qu'il est très facile pour des spécialistes, des hackers, de modifier des bases de données sans que l'administrateur s'en aperçoive. Ah oui, oui, fiabilité en plus. Ah oui, oui, vous pouvez. Oui, Un colosse au d'énergie, il ne plus de prendre la main en fait sur ah ce système de management. j'ai une expérience personnelle avec une banque. C'est assez surprenant. Enfin, sans monter sur des structures aussi hautes, philosophiques et autres. Moi, le cloud, on le vend dans mon entreprise. Oui. Et je pense qu'on sait à peu près comment on le vend. Moi, mon constat, c'est que lorsque j'ai été acheter mon PC portable pour mes enfants, le système de Word qu'il y avait avec, ça devait être 400 € pour 2 personnes. Avec une utilisation que je vais faire une fois de temps en temps ou très régulièrement. La rentabilité, effectivement, par rapport à cet investissement-là, je ne sais pas si je l'ai. Maintenant, si un opérateur, un fournisseur, l'acteur que l'on veut, qui n'est pas forcément Microsoft, parce qu'il y en a bien d'autres, me propose effectivement de nous donner accès effectivement à ce logiciel, ce groupement de logiciels pour 1 € pendant 1 heure, plutôt que d'investir 450 €, je pense que mon calcul en tant qu'individu va être vite fait. Donc cet aspect-là, je veux dire, bon, j'ai pas entendu dans ce que tu disais, peut-être que je l'ai pas entendu, parce que tu en parles très précisément. Mais les entreprises et les offres qu'on fait nous aux grandes entreprises viennent sur ce périmètre-là, business. Et effectivement, cet investissement dans le système d'information qu'on peut acheter chez Bly ou ailleurs, à des moments donnés, c'est un coût faramineux. Donc pouvoir effectivement se dédouaner effectivement de ce coût faramineux et pouvoir le lisser dans le temps, ça fait penser à une autre manière de consommer. En France, il faut revenir en tant qu'utilisateur premier et consommateur premier, puis dire que plutôt de mettre 130 000 €, 23 000 € ou 30 000 € dans un véhicule, moi qui m'en sers une fois pour les vacances, je me dis que c'est peut-être pas plus bête effectivement d'aller louer une belle voiture pendant les 3-4 mois de vacances que je vais avoir. Donc c'est une approche au niveau individuel de ma relation à un certain nombre de prestations et je passe. Je paie à l'usage en fait. Je ne stocke pas, je n'ai pas un capital, je ne stocke pas, machin, je paie uniquement à l'usage. Et on rentre directement dans cette relation. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu as dit, Anne, parce que tu sais mon sujet d'intérêt qu'il y a, c'est effectivement la relation qu'il peut y avoir entre l'externalisation effectivement des données, et ça par contre on en a parlé un peu, et potentiellement l'impact que ça peut avoir sur la société et les salariés en eux-mêmes. Et ça, enfin, je ne sais pas, quel est ton sentiment sur le fait d'externaliser effectivement cette manière de faire et ce qu'elle est, mis à part effectivement que, bon, il est bien évident, et nous dans les offres sur lesquelles on répond, on candidate à cette chose, c'est-à-dire que les gens qui ont un système de formation, qui ont une logique informatique disponible, on se propose même de leur acheter, c'est-à-dire de réincorporer les gens qui font l'exploitation pour eux. Quand même, bon. Donc là, il y a la problématique des gens qui travaillaient sur le sujet, mais au-delà de cet aspect-là, sur mon cœur de métier, quel est l'impact, effectivement, y a-t-il un impact du fait de dire ça, que les données, elles ne sont pas chez moi, dans ma poche, etc., et qu'elles soient loin, en termes, comment dirais-je, de relations, de gestion de ma vie courante en tant que salarié. Quel est l'impact potentiel, en quoi ça va changer ma vie, le fait que le compte-rendu de la réunion que j'ai faite, qui est méga important, il ne soit pas sur mon PC, mais qu'il soit sur un serveur distant, mais que, en quelque part, je peux y accéder. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Quels sont les changements que ça a? D'un point de vue technique? Non, d'un point de vue humain. On est parti sur le niveau humain. Je ne possède plus rien, en fait, je ne suis plus que dans du devenir. Enfin, moi, je ne possède plus mon entreprise. Oui, où je n'ai plus le sentiment d'être maître, c'est plus dans mon cerveau, donc je ne suis plus dans les mêmes relations de pouvoir, quelque part. Au-delà, par rapport à mon identification à l'entreprise, ce n'est plus, entre guillemets, réellement dans mon entreprise, mais en fait, j'y ai quand même accès. Qu'est-ce que ça change par rapport à... Il y a l'éruption d'un tiers. Dans ma relation à mon entreprise, il y a l'éruption d'un tiers. Je ne comprends pas. Oui, non, mais... Alors,
je réponds qu'au chapitre 7, on apparaît sécurité et terminaux virtuels. Donc, effectivement, le fait d'avoir ces données autre part que sur son PC, il y a peut-être un aspect psychologique, mais étant donné, vous avez certainement un microprocesseur Intel, eh bien la NSA a un accès privilégié à votre PC. Alors que ce soit dans un centre, un data center à distance ou sur votre PC, la sécurité n'est pas assurée. Ou alors elle était mieux assurée dans un data center que sur votre PC. Oui, mais tu es peut-être trop sur ton cœur de métier. Moi, je te raisonne en tant que... par exemple, je suis vendeur dans une boîte. Oui. Et moi, les données d'information sur la vente, comme tu précisais tout à l'heure, je suis dans un contexte où effectivement je veux avoir un déluge d'informations, mais ça, c'est pas le cloud qui l'a mis. Parce qu'avant, je l'avais ailleurs, je l'avais sur un serveur de mon entreprise. Mais en quoi le fait effectivement de basculer sur une information que je peux imaginer dans ma tête, qui est plus chez moi par rapport au contexte de l'entreprise, par rapport à mon entreprise, c'est le sentiment d'appartenance en fait. Et quelque part, on parlait de déplacement. Au fond, tu deviens celui qui doit prendre la responsabilité d'une certaine forme de décision vis-à-vis même des données. C'est-à-dire que quand tu vas avoir accès aux données qui ne sont plus les tiennes, tu ne peux plus taper dans ton stock. Tu n'as plus ton petit stock, tu ne peux plus taper dedans. Donc quelque part, comme il y a un tiers, comme il y a quelque chose qui est en dehors, tu vas devoir prendre la responsabilité de tes choix, au fond, te positionner en tant que tel par rapport à tes choix. Et donc c'est plus le sentiment d'appartenance à l'entreprise qui peut prédominer, avec éventuellement une idée de cocooning, une sécurité. Au fond, c'est un grand sentiment d'insécurité. Et en même temps, si on y réfléchit d'un peu plus près, une certaine forme de liberté et un pouvoir, au fond, assez grand, voire très grand. Mais avec un sentiment d'insécurité probablement beaucoup plus élevé. Et d'ailleurs, ça renvoie à une question qui n'est pas exactement la même chose, mais qui renvoie un petit peu à ça. Moi, j'étais partie sur la notion de cloud, de réseau, mais de réseau en tant, non pas que structure, ou en tant que je maîtrise un nœud de réseau, je ne peux pas, par principe. Donc, une des caractéristiques du réseau, c'est que ce qui est important là-dedans, c'est les flux, c'est ce qui circule. On ne tient rien. Un réseau, c'est pas la structure d'un système, c'est pas les fonctions, c'est uniquement un réseau n'existe que par les flux. Sinon, tu peux dire que c'est un réseau si c'est un filet, mais ce qui compte, c'est uniquement les flux, le mouvement, ce qui s'y passe. T'es pas dans le réseau quand il n'y a pas accès. Et c'est exactement le cloud. Si tu n'as pas accès, tu es déconnecté, tu n'es pas dans le réseau. Tu n'es dans le réseau qu'à partir du moment où tu es dans cette forme de mouvement. Et du coup, derrière, il y a peut-être, c'est pour ça que je posais la question, peut-être d'une révolution, j'en sais rien, je suis dans j'extrapole, mais l'idée d'une révolution, c'est-à-dire on est formé actuellement, généralement, à un mode de réflexion où il y a un individu, un jeu, même s'il y a un jeu qui prend des décisions, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui est la plus petite unité insécable, je dirais, de décision. C'est moi. Après, au-dessous de moi, voilà, je suis le dernier à pouvoir prendre des décisions dans cette histoire. Or, là, il y a, au travers de ton livre, moi, ça m'a fait penser à ça, une tension entre des pratiques qu'on pourrait considérer comme étant désormais traditionnelles, de gestion, qui sont encadrés par des outils qui revendiquent des théories classiques, je veux dire de la rationalité, de la décision, etc., qui sont assis là-dessus. Et des pratiques actuelles qui ne vont pas respecter le présupposé de rationalité individuelle qui sous-tend ces pratiques et ces outils. C'est-à-dire que là, comment est-ce qu'on fait quand on a, et comment est-ce qu'on représente, et comment on formalise
au sens d'avoir une certaine cohérence logique, de s'y retrouver, une personne qui, je te cite, soumet rapidement son cerveau à une commutation rapide d'un sujet à l'autre sur des terminaux différents, comme par exemple on avait discuté en lisant le courrier électronique. Mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que tu te retrouves sans posséder, sans avoir les données, tu n'existes que comme quelque chose qui est un être éclaté, vu sous cet angle-là. Hein. Tu n'es plus un individu, puisque tu as des portions d'informations, tu n'as même plus ton stock qui pourrait te donner, tu n'as plus chez toi, tu n'as plus la sensation d'avoir un stock, un corps de données. Il n'y a plus que des accès qui dépendent uniquement de l'utilisation que tu en fais à des données qui sont complètement volatiles et que au fond, tu as le sentiment de ne pas maîtriser. Et du coup, tout ce qui va être lié à une unité de décision qui, en réalité, n'existe pas. On le sait, hein, notre cerveau reconstitue une unité. À l'intérieur de notre cerveau, il y a plein de choses qui discutent pour la même vitesse, qui peuvent entrer en contradiction. Nous sommes déjà comme ça. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas trop de difficultés à faire plusieurs choses à la fois, en étant sur plusieurs terminaux en même temps. Mais la conséquence, c'est qu'on ne peut plus se considérer de l'extérieur grâce à notre appartenance à une entreprise. On ne peut plus se constituer à partir de l'extérieur, comme un individu, ce qu'on ne peut pas couper. Donc on va être obligé, si j'extrapole, hein, je suis dans cette extrapolation, on va être obligé d'avoir une reconception de ce que nous sommes, en fait, de nous reconstruire à partir, pas vraiment de ce que nous faisons, mais de ce que la manière dont nous agissons. Pas ce que nous faisons au sens de la reine, mais la manière dont nous agissons et la manière dont nous voulons agir et vers quoi nous tendons à agir. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très, très, très déstabilisant actuellement. Et je crois que c'est quelque chose qui est très déstabilisant actuellement et qui est probablement... tu ne peux plus te définir par ton appartenance, ni à un groupe, ni à une entité. Et tu ne peux plus gérer ton stock de connaissances non plus, puisque tu n'as plus de stock de connaissances. Donc tu es uniquement quelque part dans l'immédiateté, d'où éventuellement une précipitation, mais le moment, le présent, c'est pas nécessairement la précipitation. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'a pas été encore travaillé en tant que tel, et que le cloud, au travers de ton livre, ce que ça évoque en fait, hein, si on pousse un peu cette réflexion, on va dire prospective, eh bien, ça veut dire qu'ici, il y a à la fois quelque chose d'effrayant, et en même temps d'assez fascinant. Parce que ça veut dire qu'on va être seul à naviguer, chacun d'entre nous, on sera seul à naviguer, et on naviguera comme ça, en se baladant. Ce qui fait que si nous n'avons pas une boussole personnelle, on risque de voir des grosses difficultés dans les entreprises qui n'en sont plus. On peut même se poser la question si les entreprises, si j'exagère encore plus, hein, si les entreprises elles-mêmes vont continuer à exister en tant que telles, en tant que structure. Si je pousse la logique du réseau encore plus loin, c'est pour ça que j'ai parlé de la logique processus, et tu as bien commencé à me dire, mais oui, au fond, finalement, dans les processus, on commence à avoir des brokers là-dedans. Ah oui, Multiples brokers. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait une entreprise qui est éclatée, elle-même éclatée, comme l'individu est éclaté, l'entreprise en tant que quantité est elle-même éclatée, ce qui n'est pas complètement faux, parce que je suis trop sûr qu'une entreprise soit vraiment une entité en tant que telle. Il peut y avoir une unité juridique. On pourrait très bien envisager, dès à présent, des entreprises qui se font, en fait, qui se constituent uniquement au moment de l'échange. C'est-à-dire qu'il y aurait un rôle, comme au début du capitalisme, le rôle d'intermédiaire qui saurait mettre en relation, en connexion dans le réseau, qui aurait un rôle fondamental, et qui mettra en connexion un demandeur, un producteur de ceci, un producteur de cela, un concepteur de machin, le temps de l'échange. Ce qui se passerait quasiment très vite, et hop, tout
tout sauterait ensuite, donc c'est pratiquement exagéré, hein. Mais ensuite, hop, tout repartirait dans je veux dire, une sorte d'univers amorphe, dans de l'eau ou dans de l'air. Virtuel, des univers virtuels. Oui, enfin bon. Virtuel. Et ensuite, il y aurait comme ça comme des agrégations et des disparitions, des agrégations. Comme ça se passe de plus en plus pour certains réseaux sociaux, au niveau de certains réseaux sociaux, on voit des phénomènes comme ça. Hop, les gens voilà, et ils s'entendent, et ça fait peur, c'est des phénomènes. Et hop, tout redisparaît, tout se redéfait, etc. Comme on voit aussi de plus en plus que les prévisions jusqu'ici classiques de vente, de machin, etc., les comportements commencent à devenir de plus en plus erratiques. Alors, de droite et de gauche, on entend, mais on ne sait plus bien gérer ça. Des comportements qui ont l'air comme ça, qui ne suivent plus les grandes lois d'avant, les grandes... Et du coup, on est totalement déstabilisé par ça. Mais est-ce que c'est pas, justement, c'est pour ça que cette rupture, c'est ça, moi, qui m'a fait réagir. Je me suis dit, finalement, est-ce que derrière cette continuité technologique, on va en revenir au début, il n'y a pas une rupture bien plus importante qu'on aurait pu imaginer dans notre société, au-delà même des processus actuels tels qu'on les connaît actuellement, si tu veux. C'est marrant, puis sur la dynamique et puis sur la conséquence, c'est vrai que ça peut être, quand on voit parce qu'en fait le fait de ne pas appartenir à un groupe, le fait effectivement d'avoir une variabilité dans le temps par rapport à la population, c'est des choses qu'on vit sur certains grands groupes, où, comme dirais-je, la situation d'aujourd'hui, demain, mais alors vraiment demain, quoi, elle peut être complètement inversée. Et alors, ça fait penser effectivement par rapport au retour. Par contre, je trouvais que la déclinaison cloud, ça serait réellement un épiphénomène du global, quoi. Mais effectivement, ça peut amener. Alors, c'est ça que je trouve assez pertinent et impertinent. Sur la notion de 1, une très grande liberté. Parce qu'au bout du compte, quand on arrive à se dire comme ça qu'on n'a pas forcément besoin du mur, etc., de ce qu'il y a autour, et qu'on peut vivre sans, arrive effectivement ce sentiment de liberté, qui peut être entre guillemets même grisant, mais par contre, pour arriver à ce sentiment de liberté, moi qui ai quand même pas mal de réorganisations, ce tour où j'ai vécu, peu de gens, je dis bien peu de gens, arrivent à se dire les pieds. Voilà. Bon, donc il y a ce manque entre guillemets, toi, de ces murs en question, qui te structurent et qui te permettent effectivement. Et c'est plutôt l'effet inverse, alors qu'on peut voir cette liberté dans l'absolu, et pour autant les gens, ce qu'ils y voient, ça n'est pas ça. C'est même une souffrance d'ailleurs, une sorte de... Plus celui dans lesquels les jeunes, en particulier avec Internet, se développent, vivent, et d'ailleurs... Nous-mêmes, on dans ce paradigme-là, enfin, je sais pas. Mais non, moi, on a été formés, cette incertitude, on a eu Oui, mais on a peut-être été formés, mais la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est déjà plus ça. Hein. Oui, mais enfin, on a notre épigénèse du cerveau. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'actuellement, on est mal à l'aise parce qu'on a été formé à un certain dans un certain paradigme, dans une certaine manière de voir les choses. Attention au côté formation, parce que tu vois, tu dis on a, etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin de remonter si loin que ça. Dire pour se dire que ce on a et ces structures qui disparaissaient, elles ont apparu lors de crise économique qui était au début du XXe siècle. Non, je parle par exemple, je parle de l'apparition d'Internet et les jeunes qui vivent dans ces univers virtuels où la frontière... Geek et no life. Oui, donc, pour lesquels la frontière entre le réel et le virtuel souvent disparaît, ces gens-là ont sans aucun doute un développement du cerveau qui n'est pas celui que l'on a eu, on n'a pas été... Sans être trop déterministe quand même, hein. Je pense que nous avons encore des chances de survie et je pense que... on peut encore assumer. Mais par contre, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le type de structuration mentale que nous avons eu, ils ont une autre structuration mentale. Ce
Ça, c'est... Ce qui n'est pas extraordinaire. Je pense que la différence, c'est que là, maintenant, c'est vrai qu'avec au-delà du cloud, cette évolution, justement, où on est toujours dans cette forme de présent, et cette difficulté finalement au fond à concevoir des avenirs et des passés indépendamment de la ligne du temps, passé, présent, avenir, un truc. Voilà, on a quitté le fleuve tranquille du temps. Et on en est tous conscients parce qu'il y a une accélération du monde, voilà, c'est pour ça que je parlais de précipitation. Mais tu vois par exemple la précipitation, à cheval, on dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est exactement le même problème. C'est-à-dire que la précipitation, c'est quand tu es en désordre, et bon, tu ne vas pas le sauter, ton obstacle. Et c'est pas de la vitesse, et des fois même pour sauter un obstacle très haut, tu ne vas pas très vite, mais tu es bien concentré. Et donc ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui est aveugle dans notre système d'information. Et un exemple de ça, c'est que la décision, elle est dans un univers atemporel, dans un espace atemporel. Pour ça, ça fait le lien avec ce que j'avais écrit dans ton livre chez Hermès auparavant, avec cette idée du virtuel, où on voit au travers du virtuel qu'on peut, dans le virtuel, finalement, c'est plus proche. Quand on regarde quelqu'un qui est dans un univers virtuel, je veux dire, c'est plus proche, son modèle de décision, enfin, et d'action en fait, est plus proche de ce qui peut se passer en général, c'est-à-dire avec des évolutions, des rattrapages, c'est ce qu'on fait tout le temps, que les modèles de décision classiques qui nous formatent et qui sont trop lourds par rapport aux évolutions actuelles et qui sont fondés sur cette unité de décision, qui sont fondés sur beaucoup d'éléments dont je vais parler là. Et peut-être que les jeunes, de manière pragmatique, font plus le lien directement avec des pratiques, des évolutions au travers de la pratique, que nous, on est moins formés. Oui, j'allais dire qu'on est moins formés qu'eux à ça, tout bêtement. Donc c'est juste une question de décalage finalement, et où là, effectivement, il y a le rôle du virtuel, mais pas nécessairement comme le grand Satan, ou comme quelque chose qui va rendre tous les jeunes abrutis, mais comme effectivement, en gros, des pratiques, des entraînements qui vont structurer différemment des comportements. Enfin, quand on voit des jeunes mettre des données personnelles sur... Ouais, mais ça, c'est les débuts du système, c'est que oui, voilà, c'est en train déjà d'évoluer. On voit déjà entre les premières générations de geeks et les générations actuelles, c'est extraordinaire. Je ne veux pas faire de pub pour des choses comme le joueur du grenier, des choses comme ça, là, ça tire ma réputation dans un coup. Mais moi j'adore, il est là, tac, enfin, je ne devrais pas le dire, vraiment c'est pas... Mais bon, il y a une analyse des jeux vidéo, par exemple, où il dit, ben, voilà ce qui se passe, mais c'est extrêmement, je veux dire, pertinent, de la manière dont moi, formaté classiquement, je peux le dire, et les jeunes, pour eux, c'est complètement du naturel, ils ont ce recul que certains éléments de nos systèmes de formation n'ont pas nécessairement donné. Ils ont un esprit critique étonnant à partir de trucs... Non, c'est pas de ça dont je veux parler, c'est les informations personnelles. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Oui. Là maintenant, il y a une sensibilisation. Oui, c'est ça. Mais ils sont beaucoup plus sensibles. Ils ne savent pas s'ils pourront un jour récupérer. Enfin, bon. Oui, mais bon, il y a. D'accord, mais. Contrôle. Oui, mais écoute, tout chamboulement de système fait des. Comment dire, il y a un temps d'adaptation. Et les jeunes aujourd'hui font beaucoup plus attention. D'ailleurs, à l'école, on leur fait des cours sur sensibilisation. Oui, non, il n'y a pas de. C'est pour montrer le. Oui, il y a quelques années, on voit bien déjà une évolution, une sorte de modification des comportements, de la relation, même au virtuel, entre il y a quelques années et aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est en évolution et qui m'y touche. Et c'est là où je trouve qu'au travers de la question du cloud et au-delà de la question technique du stockage,
J'ai pas dit que la question du stockage n'était pas importante, mais je dis que je pense que c'est pas la dimension technique, là non plus, qui est la plus importante. Vous me discutez du cas ICI étudié par Petit Blue, où finalement il y a eu dans les années 70, à l'occasion d'une crise de l'entreprise, un passage d'une logique fondée sur des ingénieurs, de la technique de la production, à une logique fondée sur le commercial, dans l'idée, c'est la mondialisation, les marchés ne sont pas les mêmes, etc. Donc on va être, on tourne, on tourne, on ne peut plus produire ce qu'on veut, le marché absorbera, maintenant, il faut aller sur les marchés, et la technique en dépend. Et du coup, il y a eu dans l'entreprise une véritable révolution, ça a été carrément douloureux, avec des incompréhensions, pourquoi ça change, pourquoi ce qui est logique finalement n'est plus logique, parce que la logique commerciale n'est pas non plus la logique de production, la logique technicienne. Et donc là, au travers de ce cas-là, on voit bien une sorte de révolution douloureuse dans cette entreprise. Et au fond, une des questions que pose le cloud, à mon sens, c'est de se dire, mais maintenant, est-ce que le commercial lui-même ne doit pas laisser la place à autre chose et qui n'est peut-être pas le DSI, qui n'est peut-être pas le DSI, qui est peut-être encore autre chose, c'est-à-dire avec cette idée d'une forme d'un éclatement de l'entreprise, comme il y a un éclatement de l'individu. Et là, effectivement, si l'hypothèse s'avérait se confirmer, actuellement, je ne connais pas beaucoup de monde qui propose des solutions à ça, ni même qui les justifient. Ce serait d'externaliser. L'externalisation. Non, ça va devenir quelque chose de tout à fait, moi je pense, un monde fascinant, tu vois. Moi je pense que ça va être un monde absolument fascinant, un monde où en fait, à la fois chacun sera seul et connecté aux autres. Et quand il sera connecté, il ne sera pas structurellement connecté. C'est génial ce qui peut nous arriver. C'est-à-dire que tu es connecté comme le temps d'un échange. Voilà, tu as des échanges et tu interagis, non pas structurellement, mais au travers d'échanges dans un espace qui est actuellement, alors on sera-t-il toujours, un peu amorphe, un genre de no man's land qui est la toile. Mais c'est comme un no man's land, il n'y a pas de... Tu peux faire ce que tu veux là-dessus. Est-ce que tu trouves qu'il y a une chose qui m'a étonné, je prends un exemple plus parlant, parce que il y a des gens qui se passionnent par exemple pour une automobile ancienne. Moi j'ai été étonné de rencontrer un type qui se passionne pour la Dauphine, ça va faire un souvenir à certains, pour la Dauphine, et qui est le référent, je dis bien le référent, en France et international, alors qu'il n'a rien à faire avec Renault. Et il existe sur le sujet exclusivement par le fait qu'effectivement le film a monté, démonté, etc. et qu'il existe sur la toile. Mais par ses relations, c'est exactement l'illustration de ce que je suis en train de te dire. Et ce gars-là, il va faire du business où il en fait, il vit. C'est-à-dire que Renault a perdu, il n'a plus le... Il a la maîtrise technique, c'est plus la technique qui compte. Voilà, oui. C'est plus la technique, c'est le gars ou l'entité qui est une entité éclatée à la limite, parce qu'on pourrait même envisager un pseudo-gars, puisque c'est un pseudo, enfin, sur le net, quelqu'un de virtuel, une entité virtuelle qui n'existerait même pas. Là, je vais un peu loin, mais pas tant que ça. Et en gros, un groupe de copains qui, si ça se trouve, se connaissent même pas, et qui font une équipe qui mettent sous le nom d'un gars, et qui serait justement cette espèce d'intermédiaire, cette personne dont tu parles, et qui n'existe que, si tu regardais, ça serait par la fréquence, si on faisait une mesure, puisqu'on veut mesurer. Mais là, au lieu de prendre toutes les données, voilà, là on se dit, mais finalement, voilà quelle est ma question, et ça c'est quand même important, et ça c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà ma question. Moi, ce que je me dis, mais finalement, ce modèle-là, si je voulais l'établir un petit peu, mais voilà, si je faisais une représentation, je dirais, graphique, supposons que la fréquence des relations, cet homme, supposons que c'est un homme, je l'ai fait en trait de lumière, tu vois, sur un fond noir, avec des lumières.
Eh bien, à mon sens, lui, sur les thèmes des pièces de la Dauphine, tout ce que tu veux comme tu as les différentes couleurs et des traits, ben, je suis à peu près sûre que lui, ça serait, tu vois, la supernova. Et que Renault, il n'y aurait pas beaucoup de points, tu vois, il n'y aurait pas beaucoup de lumière. Renault serait perdu dans un clair-obscur si on faisait cette représentation-là. Et donc l'existence de cette personne est plus vraie sur le net que Renault, mais c'est pas faux. Oui, parce que en fait, c'est pas faux. il ne peut pas forcément probablement avoir le même espace commercial matériel, sens de vitrine ou de siège social qu'une entreprise comme Renault, mais il peut avoir une présence en fait sur le web par un site bien conçu, attractif, mais oui. et par une proximité puisque sur l'internet. Et donc il a un exemple, tu verras, qui éclate. Si tu prenais cet exemple-là, si vous pouvez le mesurer, je suis sûre qu'on verra un truc extraordinaire, une sorte de supernova avec des voilà, et qui va encore aller en augmentant. Là, on va l'avoir les autres. Et du coup, rien que ça, sur une passion, tu peux générer du business. Et c'est extraordinaire cette histoire-là. Il peut être à proximité de spécialistes de la forme de stand, qui n'a rien à voir avec Ford par exemple, et, alors que ce genre de choses. C'est les échanges, uniquement par les échanges. Oui, mais c'est uniquement par les échanges. L'existence sur le net, c'est l'illustration du fait que c'est uniquement parce qu'ils s'y échangent. C'est le principe. Maintenant, encore revenant à l'organisation et puis à la gestion de tout un chacun dans une organisation, en fait, le plus gros problème qu'ont pu amener, alors un SI, mais avec entre guillemets, si je schématisais un peu les démarches qualité et le SI afférent, qui a les démarches qualité, etc., ont poussé beaucoup la notion de management par projet, etc., même si c'est pas direct, mais ça a quand même. Et en fait, ces démarches que moi je peux ressentir par ailleurs, pris par l'entreprise pour aliéner le salarié, peut très bien, en fait, in fine, arriver à un système qui est, au contraire de l'aliénation du salarié, une réalisation du salarié par rapport à cette notion de projet. Quand on parle de projet d'activité transverse, en tant qu'individu, ça me donne une liberté, mais que j'ai pas conscience en tête, parce que j'ai pas encore la... Intégré. Et alors là, c'est drôle, parce que c'est quasiment le contraire de ce qu'on dit généralement. C'est-à-dire que là, c'est l'enactment, le fait de prendre conscience de quelque chose. Et là, on a une situation qui est très intéressante, qui est que tu as conscience de ça, mais tu n'as pas encore intégré, tu n'as pas digéré quelque part. Et c'est assez intéressant, c'est pas le tilt, il se passe quelque chose, parce que le tilt, il se passe quelque chose, on peut l'avoir. C'est, au fond, qu'est-ce que ça signifie? Tu vois bien par rapport à mon sujet, c'est ce qui m'intéresse. Tu vois que le mouvement, alors pas par une recherche trop bibliographique, etc., mais plus par rapport à un raisonnement personnel, par rapport à un vécu. Par contre, après, je sais plus. Maintenant, je suis arrivé là-dessus. Enfin, bon, je reviendrai au mois de... Non, mais on pourra en reparler, mais effectivement, ça veut dire aussi, c'est ce que je disais au début, puis on va peut-être quand même arrêter là, parce que c'est du cuisinage, mais c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'à la fois, ce livre est un manuel, mais un manuel qui se justifie non pas par le passé, mais par l'avenir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est quelque part dans presque une pratique de prospective, et c'est ça qui justifie et qui nous autorise aussi à aller, je dirais, pousser le bouchon aussi loin finalement qu'on le veut, ou qu'on est prêt, qu'on peut être prêt à le faire, au travers de quelque chose qui à l'origine, effectivement, on va dire, c'est une continuité technique. D'où le retour, continuité technique peut-être, mais en rupture sociale. Même sociétale, par exemple le système Bitcoin. Et culturel peut-être. Qui court-circuite les banques centrales et qui c'est un circuit parallèle de paiement. Donc et il suffit d'un serveur pour traiter ce genre de choses. J'ai juste une petite question si on se tourne vers l'avenir pour le mot de la fin. Après tout ce qu'on s'est dit au plan financier, donc côté ROI, il n'y a rien à en attendre.
côté risque, que ce soit les risques liés au télécom ou les risques de piratage, etc., que ce soit au niveau du bouleversement de l'organisation qui présente beaucoup d'incertitudes. Est-ce que vous pensez que demain, le cloud computing sera quand même une sorte de passage obligé des grandes entreprises pour mériter le label d'entreprise modèle? Il y a une pression des utilisateurs telle que les entreprises ne peuvent pas, je dirais, y échapper. Maintenant, seront-elles encore des entreprises telles qu'on les comprend maintenant? Voilà, et c'est seront-elles ça. modèles? Voilà, Ceci ça, est c'est- une autre histoire. Oui, mais même le fait que les utilisateurs sont les drivers, comme on dit, ou les acteurs du changement, par exemple, une des conséquences, c'est que dans certaines entreprises, on ne donne plus de portable, comment dirais-je, de PC, voilà. On dit aux clients, enfin disons aux collaborateurs, voilà, on vous donne 300 €, vous achetez ce que vous voulez, et puis vous occupez de l'entretien, vous occupez de la maintenance, voilà. Comme ça, je dirais, c'est votre choix, c'est votre décision, et vous prenez, ça peut être une sorte de responsabilisation. Entre guillemets, je sais pas si Entre une guillemets. responsabilisation ou on dirait un transfert. Un transfert, oui, un transfert. Responsabilisation. Oui, Ouais. responsabilisation. Personnellement, entre guillemets. je ne me considère pas comme irresponsable, je crois que non plus, et les gens ici non plus, donc responsabilisation, l'affaire se discute. Mais effectivement, transfert, là encore aussi un transfert, et au fond, il y a plein de petits transferts, pas petits, plus ou moins visibles, isolés, mais quand on les met tous les uns à côté des autres et qu'on recroise, eh bien, on peut vraiment se poser la question s'il n'y a pas une sorte de véritable modification, mais de fond, une rupture très importante, mais pas nécessairement négative. Et c'est négatif si on reste sur les modèles anciens. Je veux dire, c'est le Far West, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est ça, hein, c'est cette idée-là. Après, bon. Peut-être On va peut-être le le mot de la fin. La seule entreprise aujourd'hui, et je ne suis pas, comment dirais-je, un propagandiste, qui maîtrise encore je dirais, toute la chaîne depuis la microélectronique jusqu'au logiciel, c'est IBM. Ah là là. Tous les autres ce sont des intégrateurs de système. Alors la question, l'entreprise peut-elle lâcher prise? L'entreprise dans le nuage peut-elle lâcher prise? Voilà, eh bien merci de votre attention et de votre participation, cette heure tardive de la journée. Et puis merci Jean-Pierre pour cette Je vais quand même la poser parce qu'on excellente discussion. Oui, vas-y. Non, il fallait finir par conclure parce qu'autrement ça